En 1935, sur les pentes glacées du Massif central, au cœur de la France rurale, les maisons se ressemblaient en toutes. Des murs en pierre mal jointoyés, de vieilles poutres qui craquent sous le vent, des fissures recouvertes de vieux chiffons et de journaux froissés. Lorsque le froid est arrivé, personne n'a remis en question la méthode. La règle était simple. Plus de bois, plus de feu. C'est cet hiver-là qu'un homme de 73 ans a fait exactement le contraire. Pendant que le village renforçait ses murs et fermait ses fenêtres, il creusait la colline. Jour après jour, en silence, il enlevait de la terre, posait des pierres et abaissait le toit. La porte était ronde. La maison, presque invisible, recouverte d'herbe et d'une légère neige. Les voisins se sont arrêtés pour regarder. Certaines personnes ont ri, d'autres murmuraient toujours la même courte phrase. Il ne survivra pas au deuxième hiver. Enterrer sa propre maison, c'était comme baisser les bras. Cela semblait être un signe de faiblesse. Cela semblait de la folie. Mais le froid de cette année-là n'était pas comme les années précédentes. Il est arrivé tôt. Cela a pris plus de temps. Et lorsque le bois de chauffage commença à manquer, lorsque le vent souffla à travers les murs adéquats, un étrange calcul commença à ne plus tenir la route. Parce que, là-haut sur la colline, le feu du vieil homme brûlait encore faiblement. Le village s'appelait Saint-Martin-des-Fossés. Une route principale en terre battue, une petite gare presque toujours vide, et des maisons en pierre grise, disséminées dans toute la vallée. Les familles vivaient de la terre, de quelques moutons et de petits commerces qui fermaient tôt à cause du froid. Tout le monde se connaissait, par son prénom, son ancien nom de famille, ou son histoire familiale. La vie était simple, mais la logique était brutale. Ceux qui vivaient seuls avaient tort. Les veuves étaient contraintes de se remarier. Les hommes sans enfants étaient qualifiés de stériles, et les personnes âgées isolées. Les personnes âgées isolées étaient considérées comme des erreurs que le village préférait ignorer. C'est pourquoi personne ne comprit quand M. Armand Lefebvre, déjà courbé par le temps et les doigts calleux, acheta un terrain inutile sur la colline à l'est, une parcelle de terrain caillouteux dont personne ne voulait. Il n'était pas d'ici. Ils ont dit que cela venait de Savoie, voire même de plus loin. Il avait un accent, mais il ne l'a jamais expliqué. Il est arrivé avec une vieille charrette, 2 outils et aucune commande. Pendant des semaines, il a creusé. Il n'a pas embauché d'employés. Il n'a pas demandé conseil au prêtre. Il ne s'est pas présenté à la taverne du village. Et quand les rumeurs ont-elles commencé? Dort-il dans un trou? Est-ce que ça creuse un terrier comme un renard? Il a simplement continué. La terre excavée formait un petit muret autour de la maison, recouvert d'herbe. Le toit était constitué d'épaisses poutres que personne n'avait vu venir. La porte, une planche ronde et incurvée, avec un loquet en fer. Et la cheminée, il n'a pratiquement pas dégagé de fumée. Un foyer pour ceux qui ont honte d'y vivre, ont-ils dit. Au marché, les gens disaient qu'Armand avait perdu la raison. Chez le coiffeur, il s'enterrait avant de mourir. Les enfants commencèrent à l'appeler le vieux blaireau. Mais il n'a pas répondu. Il descendait au village une fois par semaine. Avant, j'achetais de la farine, du sel et un peu de kérosène. Il parlait doucement. Il payait équitablement. Il remontait ensuite au sommet de la colline, où le vent soufflait plus fort. Durant le premier hiver, tout le monde attendait les nouvelles. Certains pariaient même sur le nombre de jours qu'il tiendrait. Les jours passèrent. Le feu continuait de brûler. La nuit, de loin, on pouvait apercevoir une lueur chaude, basse et constante. Contrairement aux hautes cheminées du village, qui crachaient une fumée épaisse et instable. C'est alors qu'une nouvelle rumeur a commencé à circuler. Il ne brûle pas de bois de chauffage comme nous. Au début de l'automne suivant, Armand commença à transporter des pierres. Pas les plus gros, mais les plus denses et les plus lisses semblaient conserver la chaleur. Il les transportait un par un, attachés à son épaule par une lanière de cuir. Puis vinrent des bottes de paille, puis de la boue, puis quelque chose que personne n'a compris. Des sacs de gros sel mélangés à de la cendre. De loin, il ressemblait à un vieil homme en train de rénover un sous-sol, ou en construisant un abri d'urgence. Mais que créait-il? C'était autre chose. Une idée.
La porte ronde donnait sur un court tunnel incurvé qui brisait le vent. À l'intérieur, l'air était différent. Le feu brûlait dans un trou dans la pierre. Pas de flammes, juste des braises. Il n'y avait pas de fenêtre. La lumière provenait de petites lampes encastrées dans des niches profondes. Le plafond bas obligeait tout homme à se courber. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'était le silence. Malgré la tempête qui faisait rage dehors, à l'intérieur, on n'entendait que le crépitement occasionnel du bois de chauffage. Les épais murs, scellés avec de la boue et de la paille, colmataient en chaque fissure comme s'il s'agissait d'erreurs à corriger. Le sol était en pierre de taille, froid au toucher, mais stable. Une partie de la maison. Armand n'a rien expliqué. Elle a répondu avec son corps, avec l'organisation de l'espace. Au fait, il a empilé le bois sec loin du feu. Le village continua de rire. Il a construit un four pour se faire cuire lui-même. Il va suffoquer. Quand si le froid ne vous emporte pas, la moisissure le fera. Jusqu'à l'arrivée du premier front froid important. Les cheminées commencèrent à cracher de la fumée. Les enfants se sont mis à tousser pour de vrai. Le bois de chauffage, qui était toujours humide, commençait à manquer. En 10 jours, les familles rationnèrent le feu. Seulement le matin et le soir. 3 couvertures, nourriture froide. Dans la maison ensevelie, les braises continuaient de brûler régulièrement. Pas de précipitation. Interdiction de fumer. En décembre, le froid cessa d'être une nuisance et devint un véritable ennemi. Un frisson qui s'insinue avant même de toucher la peau. Casas rangiam. Des toits s'effondraient. Les poils se fissuraient. Des enfants tombaient malades. Les personnes âgées disparaissaient des rues. Et le ton des conversations a changé. Ce vieil homme est-il toujours là? D'accord. Et ça a l'air bien. Comme, peut-être, n'avons-nous pas besoin d'autant de feu? Personne n'aimait entendre cette phrase, car admettre cela revenait à admettre son erreur. La 3e semaine, un gel brutal s'est abattu. Les canalisations ont gelé. Une femme s'est cassé le bras après avoir glissé. Un des enfants du boulanger a eu de la fièvre pendant 2 jours. La peur se répandit silencieusement. Et là-haut sur la colline, aucun changement, jusqu'à ce que quelqu'un monte. Il a observé. Et il revint avec la phrase qui commença à ronger Saint-Martin-des-Fossés de l'intérieur. Là-haut, on n'a pas l'impression d'être en hiver. Et puis la tempête de neige est arrivée. Rapide, lourd, impitoyable. En quelques heures, le village était isolé. Les maisons ont perdu de la chaleur. Les poêles ont mal fonctionné. Le bois de chauffage humide ne brûlait pas. Et puis vint l'erreur finale. Une famille, les Dubois avec 3 jeunes enfants, a décidé de dormir avec le poêle allumé et la maison fermée, sans ventilation. Le lendemain matin, le plus jeune des garçons Dubois ne se réveilla pas correctement. Yeux lourds, tête molle, respiration superficielle. La mère a paniqué. Le père courut dans la neige jusqu'au centre du village. Mais le médecin était piégé chez lui, avec les fenêtres gelées de l'intérieur. La seule issue était la chaleur. Et la chaleur, c'était exactement ce que personne d'autre n'avait. C'est alors que quelqu'un dit, presque à voix basse, comme s'il avait peur d'entendre sa propre voix, « Le vieil homme sur la colline a encore un feu ». La phrase s'est effondrée au sol comme une pierre. Personne n'a répondu. Mais un groupe s'est formé, sans que ce soit explicitement la raison. Ils grimpèrent lentement. Une demi-douzaine de voisins, chacun avec une raison différente de ne pas vouloir être là. Ils frappèrent à la porte ronde avec des nœuds timides. Ça a pris du temps, mais la porte s'ouvrit. Monsieur Armand Lefebvre les regarda un à un, comme s'il savait déjà. Il n'a pas posé de questions. Il s'est simplement écarté pour lui laisser le passage. À l'intérieur, il ne faisait pas froid. Ce n'était pas la chaleur de l'été, mais ce n'était pas l'hiver non plus. C'était habitable, respirant, un lieu où les mains pourraient à nouveau ressentir. Le garçon fut placé près des braises, allongé sur un vieux tapis de cuir, et il resta là, silencieux. Mais je suis vivant. Pendant ce temps, les adultes regardaient autour d'eux, et ils virent ce qu'ils n'avaient jamais compris auparavant. Les murs épais et opaques, faible luminosité, sans fumée, le plafond incurvé, sans interstice, le sol en pierre, chaud. Personne n'a rien dit. Armand non plus. Mais j'ai apporté une bouilloire d'eau chaude.
et un linge humide avec des herbes, qu'elle déposa délicatement sur le front du garçon. Quelques heures plus tard, lorsque la fièvre est retombée, et l'enfant dormait paisiblement, les voisins se levèrent. L'un d'eux a essayé de dire quelque chose. Il ne trouvait pas le mot. Armand se contenta d'acquiescer, et il se rassit près du feu. En descendant la colline, personne ne parlait, mais tout le monde le savait. Quelque chose avait changé. La tempête de neige a duré 2 jours, même pas en 3. Cela a duré 7 jours entiers, avec de courtes pauses trompeuses entre les chutes. Le vent soufflait par fortes rafales, puis le vent s'est levé violemment, poussant la neige contre les portes comme s'il voulait entrer. En peu de temps, la moitié des maisons ont eu leurs entrées bloquées. Des hommes creusèrent des tunnels à la pelle jusqu'aux fenêtres de la façade. Du bois de chauffage humide transformé en vapeur, avant que la situation ne devienne chaude. Les réserves alimentaires, mal préparées pour une situation aussi longue, ils ont commencé à tomber dangereusement. Les enfants ont cessé de jouer. Les chiens, qui aboient. Le seul son restant, c'était la glace qui crissait sous ses bottes. À ce moment-là, plus personne ne se moquait du vieil homme. En fait, presque personne ne parlait de lui. Mais, un par un, ils commencèrent à grimper. Premièrement, la famille Dubois elle-même. Avec les enfants enveloppés dans des couvertures, je demande un abri pour une nuit de plus. Puis vinrent les frères Morel, dont la fenêtre de chambre a été détruite par une branche de pin. Puis un autre, et une dernière. Le 4e jour arriva. Il y avait déjà une 12aine de personnes à l'intérieur. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de matelas, mais il y avait l'essentiel. Chaleur, eau chaude, silence. Armand ne l'a pas nié, mais elle n'a pas souri non plus. Il indiquait les angles. Il a distribué des vêtements. Il proposa un thé préparé à partir de racines. La cabine, petite de l'extérieur. L'intérieur était élastique au toucher. Personne n'a réclamé de confort. Le simple fait de respirer sans voir de vapeur sortir de sa bouche, c'était déjà un luxe. Le 5e jour, une petite délégation du village est montée. Ne pas demander d'abri? Pas encore. Mais pour comprendre, regarder attentivement, poser des questions s'il me le permettait. Et puis un événement inattendu s'est produit. Armand les emmena dehors. Il a dégagé un chemin dans la neige jusqu'à l'arrière de la maison, où il conservait un petit tas de pierres recouverts. Il a enlevé la bâche, et il a montré, bois de chauffage sec, trié par type et par taille, empilé sur une base en pierre pour éviter l'humidité. Il a expliqué les bases en quelques mots. La terre retient mieux la chaleur que l'air. Le plafond bas concentre, les pierres retiennent, les braises valent mieux que le feu, et le silence aide à prendre conscience de ce qui ne va pas. Il ne parlait pas comme un maître, il parlait comme s'il se répétait simplement. Quelque chose qu'il avait compris depuis longtemps. Ce soir-là, 3 autres familles sont montées à l'étage. Et pour la première fois, quelqu'un a apporté quelque chose en retour. Pain sec, légumes cuits, un petit pot de graisse. Cela n'a pas été demandé. Mais il était respecté. Lorsque la neige cessa de tomber le 8e jour, la moitié du village avait disparu, à un moment donné, à travers la cabane enterrée. Certains sont restés pendant des heures. D'autres ont dormi pendant 2 ou 3 nuits. Ils sont tous partis en silence. Lorsque le froid s'est finalement dissipé, Saint-Martin-des-Fossés semblait être un endroit différent. Pas moins froid, mais épuisé. Des branches cassées jonchèrent les toits. Les rues se transformaient en étroits couloirs entre des murs de glace. Et chaque maison avait, à la porte, la trace de quelqu'un qui avait gravi la colline. Mais personne n'en parlait. Car admettre qu'il dépendait du vieil homme, cela revenait à admettre qu'il s'était moqué d'eux par ignorance. Peu à peu, la routine est revenue. Mais quelque chose clochait. Au marché, plus personne ne riait en entendant « maison enterrée ». À la taverne, les blagues ont cessé. Et les enfants, ceux-là même qui imitèrent les animaux pour se moquer, ils se turent alors en passant près de la colline. Armand ne changea pas de rythme. La semaine suivante, tout s'est déroulé comme d'habitude. Il a acheté du sel, de la farine et du savon. Il a payé en silence. Lorsqu'il est parti, le commerçant a essayé de lui offrir un café chaud, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et le boucher, le voyant passer, il a enlevé son chapeau.
Il n'y avait pas d'excuse. Mais il y a eu un geste. Quelques jours plus tard, 3 hommes, les mêmes personnes qui avaient parié qu'ils ne survivraient pas au premier hiver, ils apparurent au pied de la colline, observant la construction. Ils ne sont pas montés. Ils n'ont pas appelé. Mais ils les fixèrent trop longtemps. Dès leur descente du bus, ils se rendirent directement à la scierie. Et ils se mirent à creuser. Pas de la même manière, pas avec la même précision. Mais ils ne riaient plus. Ils ne copiaient plus. Ils apprirent en silence. Un autre voisin a commencé à empiler des pierres dans son jardin. Il ne l'a pas expliqué à sa femme, même pas aux voisins. Mais tout le monde savait d'où venait l'idée. À la fin de ce mois, 7 maisons ont entamé des rénovations discrètes. Encore de la boue, moins de fenêtres, portes renforcées, plafonds plus bas. Et dans tous ces cas, un changement invisible. Le vieil homme, auparavant ignoré, il était désormais sous observation. Armand n'a jamais cherché à obtenir d'approbation. Il ne s'est jamais plaint. Son regard ne changea jamais. Il a continué comme si de rien n'était. Au cours des années suivantes, on a utilisé moins de bois de chauffage, plus de braise, moins de déchets, jusqu'à ce qu'un hiver passe sans que personne ne le voie descendre. Au printemps, un père est monté avec son fils. Ils les ont touchés. Ils ont appelé. Rien. Ils entrèrent respectueusement. Ils ont trouvé tout propre. Tout est en ordre. Au mur, une petite boîte en bois. À l'intérieur, 2 choses. Une carte dessinée à la main avec des instructions simples de la maison, et une seule phrase. La chaleur gaspillée, c'est de la vie perdue. Il a été enterré non loin de là. Sans cérémonie. Pas de discours. Un simple cercle de pierre, aligné comme le plancher de la cabine. L'hiver suivant, 2 autres maisons ont été construites en sous-sol. Certaines histoires ne crient pas. Ils s'assoient. Comme la terre qui recouvre un abri bien construit. Armand Lefebvre n'a pas vaincu le froid par la force. Il a gagné en utilisant une méthode, en silence, avec observation, et lors des nuits les plus froides, lorsque la chaleur reste sans fanfare. Beaucoup se souviennent encore de ce vieil homme, qu'ils avaient autrefois décidé d'ignorer, et ils comprennent,